Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Qui entend éradiquer le passé et conduit à supprimer le futur? Ou encore, il n'existe pas plus d'hommes sans mémoire que de sociétés sans ruines. Mais qu'est-ce qu'une ruine? On en parlera à partir de 12h55 avec notre grand invité de la grande table des idées aujourd'hui, l'archéologue et historien Alain Schnapp, qui publie au Seuil une histoire universelle des ruines. Mais d'abord, dans la première partie de l'émission, soir après soir, ça commence un peu comme un livre de Proust. Soir après soir, les comédiens de la Comédie Française lisent pour vous la recherche après avoir fait leur entrée avec Le côté de Guermantes par Christophe Honoré. Un projet fleuve dans une époque confinée où le temps semble suspendu et nos vies. Et comment vit-elle d'ailleurs ce moment? À quoi rêve-t-elle? Que lit-elle? Qu'écoute-t-elle? Qui est-elle? Dominique Blanc est notre invitée. À écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr. Entre les années 60 et les années 80, pédagogiquement, la lecture à voix haute avait très mauvaise réputation et on conseillait l'apprentissage de la lecture à voix basse pour que le décryptage aille directement du signe à la cervelle sans transiter par la prononciation. Moi, personnellement, j'ai toujours pensé que c'était idiot. Ma femme, qui est une excellente élève, me disait, je me souviens très bien que quand j'apprenais à lire à voix basse, la première des choses que je faisais, je courais chez moi avec ce que j'avais lu à l'école, je mettais mes poupées en rang et je lisais à voix haute aux poupées. Il y avait un besoin. La langue, c'est du son. Il avait besoin de parler vite, très très vite, Daniel Pénac. La langue, c'est du son, dit Daniel Pénac. Et notre invité ne dira probablement pas autre chose. Bonjour Dominique Blanc. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Une veillée pour étirer la nuit dans le cadre de la Comédie d'automne, programmation en ligne du théâtre avant réouverture des lieux de spectacle. Bientôt, on l'espère. En semaine, à 19h, à la Comédie Française, il y a donc la possibilité d'entendre, lire tour à tour les grands comédiens, comédiennes de la Comédie Française, les sociétaires, de Guillaume Gallienne à Didier Sandre, à Laurence Stocker. C'est à 19h et c'est à voir en direct sur Facebook, le Facebook de la Comédie Française. Vous avez décidé ensemble de rouvrir la recherche de Proust, où le lecteur de la veille s'est arrêté. C'est comme ça que ça va se passer. C'est un passage de relais entre comédiens pour ces lectures donc qui ont lieu chaque jour à 19h. Étrange aventure. Étrange aventure et très belle aventure qui nous engage pour plusieurs semaines, voire plusieurs années. C'est un passage de relais et une transmission dont Éric Ruff avait eu l'idée déjà au premier confinement. À ce moment-là, on l'aurait lu sur scène au Théâtre Marigny, l'un après l'autre ou l'une après l'autre. Et là, ça se fait salle Richelieu. Je trouve que c'est une initiative merveilleuse. Quand on a travaillé Proust avec Christophe Honoré, le troisième livre, Le côté de Guermantes, on s'est rendu compte à quel point la langue était tout à fait magnifique, mais à quel point il faut l'apprivoiser, la travailler pour la rendre ensuite accessible, compréhensible et encore davantage quand on le fait pour le théâtre. Et c'est vrai qu'on a la chance cette année de pouvoir... on a eu la chance de voyager avec Proust un certain temps. On a fait Le côté de Guermantes 12 ou 13 fois, suffisamment pour rencontrer un beau succès. On a déplacé le spectacle de 20h30 à 17h30 et le théâtre était toujours aussi plein, toujours aussi complet. Et je crois qu'il y a une fascination pour Marcel Proust et pour le regard de Christophe Honoré qu'il a monté dans un contexte qui n'était pas du tout le contexte historique. Alors, avec Christophe Honoré, vous êtes la marquise de Villeparisis. Oui. Mais avec Nina Campagnès pour la télé, en 2011, Oui. vous étiez Madame Verdurin. Oui. Et c'était Françoise Bertin qui jouait le rôle de Villeparisis, de Oui. la marquise. Ça, c'était il y a 9 ans. Vous êtes passé d'un rôle à l'autre. Vous êtes bien dans tous les habits de ce texte de Proust. Oui, parce que, comment dire, je crois qu'il n'y a rien de plus essentiel pour un comédien ou une comédienne que l'auteur. Et je pense qu'avec Proust, on a tout d'un coup une relation à la mémoire, au temps, à cette multitude de personnages, plus de 500, aux personnages féminins qui ont énormément d'humour, beaucoup de drôlerie, les personnages masculins également. Je crois que Proust intimide encore maintenant. Et quand on a joué Le côté de Guermantes, il y avait beaucoup de jeunesse, justement. Ça, c'était vraiment intéressant. C'est un auteur qui vous tient compagnie pour toute la vie, voilà.
La première fois que je l'ai abordé, je pense que c'était de façon un peu appliquée. Quand j'y suis retournée à travers le travail de Christophe Honoré, tout d'un coup, j'avais l'impression d'être chez moi. Parce que je pense que chacun s'approprie en fait cet auteur-là, cette recherche un peu folle, et il a en écho ses propres souvenirs et son propre rapport et au temps et à la mémoire. C'est un auteur qui vous tient compagnie, dites-vous, Dominique Blanc. Marguerite Duras, en 63, à propos de Proust, disait « Je l'ai lu tard, et après que j'ai commencé à écrire dans ma vie. Mais m'ayant appris à lire, il m'a forcément aussi appris à écrire, c'est-à-dire à éviter d'écrire comme lui ne le faisait pas. C'est à cause de lui que j'ai relu Gide et Peggy, par exemple, d'un tout autre œil que la première fois. Pas bienveillant du tout. Il m'a appris l'horreur des rhéteurs, et que le mensonge en littérature existe, et qu'il est toujours didactique. Il m'a appris la gravitation de l'esprit autour d'un axe unique, qui est la conscience de l'auteur, et qu'à cette seule condition, le monde créé tourne. Que sans ça, il ne tourne pas. » Elle a mis un peu de temps, hein, elle l'évoque, Marguerite Duras, Oui. à se l'approprier, ce grand Proust. Oui. Et vous, qu'est-ce que Proust vous a appris ? Je pense que moi, ce qui me bouleverse le plus, je pense, c'est sa sensibilité. C'est cette sensibilité tout à fait extrême aux êtres, à l'humain, je dirais. Et en même temps, il y a aussi énormément d'empathie, mais il y a aussi énormément de méchanceté, énormément d'humour. Et tout d'un coup, c'est un voyage dans le temps. C'est une espèce comme un monde tout entier, comme une planète, c'est très important. Moi, je sais que c'est vraiment quelque chose où j'ai eu beaucoup de mal à m'approcher de Proust. J'étais extrêmement complexée par l'œuvre et par le personnage aussi, d'ailleurs, que je ne connaissais pas, mais à travers les photos. Et je pense qu'en fait, il faut se faire confiance, il faut s'abandonner finalement. Et c'est un voyage qu'on doit faire probablement plusieurs fois dans une vie, je pense. C'est-à-dire qu'on vit des situations où tout d'un coup on a en écho et on retourne à la recherche pour savoir comment il a raconté tel ou tel passage. Alors justement, en ce moment, on vit une sacrée situation qui s'appelle le confinement. Proust, la recherche, c'est une expérience du temps. Oui. Je ne sais pas exactement ce que ce confinement ou ce reconfinement fait au temps, fait à nos vies précisément. Mais ce qui est sûr, c'est que là encore, on expérimente un temps suspendu. Comment ces deux expériences-là se télescopent-elles pour vous aujourd'hui ? De facto, elles se télescopent parce que, en ce moment, à la Comédie Française, vous expérimentez cette lecture fleuve, feuilleton, ce passage de relais entre comédiens, et que justement le théâtre est fermé, que nous sommes reconfinés, que les lieux de spectacle ont dû tirer le rideau. Mais comment, pour vous, ces deux expériences du temps se rencontrent ou s'opposent, finalement ? Écoutez, je crois que le premier confinement, on a été très occupés à la Comédie Française avec cette web télé. Donc, ça nous obligeait à réviser un peu notre bibliothèque et j'ai trouvé ça plutôt très passionnant. J'étais aussi très privilégiée puisqu'en banlieue et dans une maison, donc c'était certaines conditions de privilégiés. Pour ce confinement-là, j'ai encore plus de chance puisque je répète en même temps Sans famille d'Hector Malot. Donc, si vous voulez, quelque part, je suis active. Je prends le train, je prends le métro, j'ai le sentiment que je suis dans une vraie vie, à moitié, en tout cas. Mais certainement que ça pousse à la réflexion. Et je pense que je lisais des articles sur le recours à l'alcool et aux antidépresseurs. C'est vrai qu'il vaut mieux lire la recherche, il vaut mieux s'accorder du temps, mais c'est rarement possible. Je me trouve dans une situation très privilégiée du fait d'être à la Comédie Française quand même. Parce que par rapport à d'autres comédiens ou comédiennes, si vous voulez, par rapport aussi aux intermittents du spectacle, je suis, encadrée par cette Comédie Française. Donc il y a toujours une activité, il y a toujours un lien avec le public, il y a toujours un lien entre nous tous, il y a toujours une offrande quelque part. Mais c'est vrai que le fait que les théâtres soient fermés, que les cinémas soient fermés, que les bibliothèques soient fermées, on a vraiment le sentiment, quelque part, qu'on s'attaque à notre intelligence. Parce que notre intelligence, c'est ce qu'on appelle vulgairement ou précisément la culture, mais
aller au théâtre sans tomber malade, sans attraper le virus. C'est possible. Nous l'avons fait à Marigny. Il n'y a pas eu de cluster, il n'y a pas eu de foyer. Je trouve que la proposition de Roselyne Bachelot était et est à ce jour toujours formidable. C'est-à-dire aller au théâtre, garder son ticket pour rentrer le soir en cas de contrôle. Je trouve que ça, c'est formidable. Il n'y a pas eu de cluster non plus dans les cinémas. Et je pense qu'il faut réouvrir les cinémas. C'est la même chose avec les librairies, parce qu'on a besoin de nourriture spirituelle. Parce que je pense qu'on est absolument ramené à sa condition d'être humain, qu'à part se nourrir, rester chez soi, quand on est en télétravail, quelles autres activités peut-on avoir, si ce n'est sortir, mais en un temps limité et dans un espace limité. Et moi, je pense que c'est une grande erreur de fermer toutes ces choses-là, parce qu'on a besoin de rêver, et que l'être humain a besoin de rêver, de partager, de transmettre, et de partager toutes les émotions. Alors, quand on se lance dans la recherche, c'est une grande aventure intellectuelle, ça peut être une grande aventure philosophique, mais ça peut être aussi le désir d'entrer dans un roman où un jeune homme, ça pourrait être une jeune femme, va tout d'un coup raconter son enfance, sa jeunesse, sa vie d'adulte, et puis sa vocation de devenir écrivain. Et Duras disait que, en fait, si on avait envie d'écrire, ce qu'on peut faire aussi pendant le confinement, il fallait de toute façon avoir lu toute la recherche avant. Parce que c'était une condition sine qua non. Sacrée condition alors à réaliser. Donc oui, peut-être qu'il faut commencer par là avant de se mettre à écrire. Vous avez parlé de cette rentrée avec Christophe Honoré et une partie de la troupe de la Comédie Française pour cette pièce, Le Côté de Guermantes. Mais là, c'était du jeu. Aujourd'hui, vous lisez tous ensemble en attendant la réouverture des théâtres. La lecture, est-ce que c'est un exercice particulier pour un comédien, une comédienne ? Qu'est-ce qui la différencie du jeu, justement ? Moi, j'adore ça, les lectures, parce que je pense que c'est un rapport de très grande intimité entre l'auteur et soi. C'est un tête-à-tête avec l'auteur ? Tout à fait. Et c'est vraiment, quand je dis intimité, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on se retrouve... Enfin, moi, je pense que ça se travaille, une lecture, évidemment. Donc, on se retrouve en amont avec le texte et rien d'autre. Et il va falloir, d'une certaine façon, à la fois le labourer et à la fois le dompter pour le donner à partager. Et j'aime beaucoup cet exercice parce que par rapport au public, c'est quelque chose d'assez austère. Il n'y a pas de décor, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de costume, il n'y a rien. Et il faut juste embarquer le public pour un certain temps. Ça peut être un livre, ça peut être un scénario. Je crois qu'à Angers, il y a des lectures de scénarios qui peuvent durer de 2 à 3 heures. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment un voyage. Donc je pense qu'en amont, c'est un gros boulot. Il faut vraiment travailler ça avec beaucoup d'exigences. Et puis après, ça se partage. Ça n'est que du partage. Alors, est-ce que c'est avec micro, sans micro ? De toute façon, tout ça, on voit sur place comment ça se passe. Mais c'est surtout le fait de partager qui est intéressant. Parce que vous avez le public qui est en face de vous, il vous voit, et puis il n'y a pas d'effets spéciaux, quoi. Sur la singularité de cet exercice qu'est la lecture, peut-être qu'une partie de la réponse, vous me direz, est dans ces lignes de Proust, extrait de la recherche, lues par Stéphane Varupen de la Comédie Française. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé, en dormant, de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Voilà la particularité de cet exercice auquel vous vous livrez tous à la Comédie Française en ce moment, ce passage de relais sur la recherche de Proust, c'est qu'on entend les mêmes mots, mais dans la bouche de différents comédiens. Et on a le sentiment que d'un comédien à l'autre, ce n'est pas la même histoire, ou en tout cas pas tout à fait la même histoire, ou une histoire qui se vit
pas de la même manière. Peut-être parce que chaque comédien ne fait pas corps de la même manière, justement, avec les personnages et avec l'auteur, ne se laisse pas habiter de la même manière, comme l'évoque Proust dans cet extrait de La Recherche, par les personnages. Oui. C'est ça qui est beau, au fond. C'est le passage de relais de Stéphane Varupen à Guillaume Gallienne, par exemple, de Guillaume Gallienne à Didier Sandre, parce que les âges, les expériences, les voix, tout est différent. Et c'est vraiment, là, on ressent vraiment que la comédie française est un orchestre, si vous voulez. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça sera une harpe ou un violon qui va vous raconter La Recherche. Et ça évite, évidemment, toute monotonie, ça évite toute répétition. Et je pense que c'est un voyage qui est vraiment remarquable, quoi. Vous parliez de ce tête-à-tête avec des auteurs. Quand lecture vous faites, vous vous souvenez de votre première rencontre avec Duras, Entre les lignes, parce que Marguerite Duras, La douleur, c'est peut-être le premier, ou en tout cas la première grande lecture sur la longueur que vous ayez faite. Alors, la première rencontre avec Marguerite Duras, si je Entre les lignes, oui. Honnête, c'était en classe de première, avec un professeur extraordinaire qui s'appelait Madame Gerbe, qui adorait Duras et qui nous a fait travailler pendant plusieurs semaines sur le barrage contre le Pacifique. Et là, ça a été un enchantement absolu pour nous, parce qu'on avait travaillé beaucoup d'auteurs morts et qu'on se demandait s'il était possible d'être auteur et vivant. C'était il y a fort longtemps. Et de savoir que cette femme était en vie, qu'elle nous livrait son enfance, sa jeunesse, à travers ce pays qui était extrêmement loin. Et puis cette professeure de français qui nous parlait beaucoup du style et de l'épure de l'écriture de Duras, c'était vraiment extraordinaire. Le deuxième coup de foudre, oui, ça a été La douleur, bien sûr. Alors, La douleur, dans un montage qui a été fait par Patrice Chéreau, qui était un montage tout à fait remarquable, sur un montage d'1h20 à peu près, sur la trajectoire de cette femme qui attend le retour de son homme parti déporté et qui l'attend en compagnie de son amant en avril 1945, au moment où les camps de concentration sont libérés. Ça a été une grande aventure parce que c'est une chose que j'ai d'abord lue et puis ensuite que j'ai jouée pendant 3 années, un peu partout. Et c'est quelque chose que j'ai très envie de reprendre. Vous avez aussi rencontré dans le texte Annie Ernaux. Ça fait partie de ces auteurs que vous avez lus, et notamment Les Années, où là aussi elle se confie sur une partie de sa vie. Vous l'avez lu au Théâtre de l'Atelier il y a 5 ans. Doris Lessing encore, avec Le Carnet d'or. La Résistante, déportée, Marceline Loridan-Ivance, avec Et tu n'es pas revenu. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, toutes ces femmes, pour vous, Dominique Blanc ? Je pense qu'elles ont en commun un certain rapport à la liberté. Je pense que ce sont des écritures sans effet. Et je pense qu'elles ont cherché à sortir d'une certaine aliénation. Et c'est en ça qu'elles me portent et qu'elles m'inspirent. Je pense qu'il y a chez toutes ces femmes une expérience terrible de la douleur, qu'elle soit physique ou qu'elle soit psychique, et il y a, à travers l'écriture, la volonté de s'affranchir, la volonté de s'agrandir, et en compagnie des autres femmes aussi. Et c'est ça qui me bouleverse particulièrement. Si je vous parle du livre Les Années d'Annie Ernaux, par exemple, j'ai longtemps pensé que c'était un chef-d'œuvre, le mot ne veut rien dire, mais si vous voulez, c'est un livre qui appartient au patrimoine européen, culturel, parce que c'est l'histoire d'une femme pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours, et que tout ce qu'elle raconte, au fond, c'est l'histoire des femmes en Europe. Et je lui ai toujours dit que c'était un chef-d'œuvre. Alors évidemment, c'est vrai que l'expression n'est pas bonne, mais c'est un très très grand livre. Et je pense que c'est un livre qui aide à vivre. Ce sont des femmes qui aident à vivre.
c'est les femmes qui consolent et qui donnent du courage. Dominique Blanc est notre invitée jusqu'à 12h30 à l'occasion de ce feuilleton fleuve qui se joue à la Comédie Française autour de la recherche de Proust et tout simplement parce qu'on avait envie de l'entendre. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Il faut quand même être concentré sur le texte et sur une pensée. C'est une supposition que je fais de certains liens logiques qui m'amènent à aller au paragraphe d'après, qui lui-même m'amènent au chapitre d'après. Ce sont des penses-bêtes qui sont mis partout dans le texte et auxquels j'essaye avec la plus grande agilité possible de sauter de l'un à l'autre en gardant une continuité de pensée ou des grandes ruptures, mais en allant lentement, doucement, inexorablement vers la fin, quoi. Voilà, toujours entendre quelques mots du maître avant de s'apprêter à lire. C'était Patrice Chéreau donnant ses consignes ou impressions sur ce qui fait la singularité de la lecture en public. Patrice Chéreau, c'est pas n'importe qui pour vous, Dominique Blanc, c'est lui qui vous repère dans Platonov, vous propose un petit rôle dans le Peer Gynt d'Ibsen, pièce monstre de 8 heures avec notamment Maria Casares. C'était une deuxième école, vous l'avez souvent raconté, où les répétitions font office de masterclass et les coulisses de bancs d'école, puis qui vous recrute aux Amandiers, le théâtre de Nanterre qu'il dirige dans les années 80, et qui vous donne aussi certains de vos plus beaux rôles, les plus durs aussi, comme la Phèdre de Racine, figure féminine importante, peut-être aussi libre et forte que les écrivaines dont vous nous parliez à l'instant. Je vous ai demandé de choisir, avec l'équipe de la Grande Table, un extrait d'un texte à lire. Et c'est pas du Annie Ernaux, c'est pas du Duras, c'est pas du Proust que vous avez retenu, mais un extrait du discours de réception du Nobel d'Albert Camus. Je vous propose qu'on vous écoute et qu'on revienne après sur le pourquoi du comment. Si bien sûr. Albert Camus, discours de Suède, réception du prix Nobel de littérature, 10 décembre 1957. Je ne puis vivre personnellement sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis, au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas s'isoler. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui, souvent, a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent, apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et s'ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d'une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne régnera plus le juge, mais le créateur, qu'il soit travailleur ou intellectuel. Albert Camus, lecture signée Dominique Blanc. Vous le rejoignez sur la place que l'artiste occupe ou devrait occuper dans la société, sur ces mots qu'il a ce jour-là? Ô combien, en toute modestie et avec beaucoup d'humilité, c'est un texte qui m'a été proposé il y a quelques jours, mais je crois qu'il est assez connu, évidemment, par la Villa Gilet, puisqu'il y a toute une série de lectures sous couvre-feu et de rencontres. Ouais. Voilà. Mm-hmm. Et à cette occasion, j'ai retrouvé ce texte que j'aime passionnément, et je pense que, oui, il dit plus tard que écrire est un honneur. Je pense que jouer est un honneur et que jouer la comédie, ça donne des responsabilités. Il y a effectivement un certain souci de la vérité. Je pense qu'il y a beaucoup de respect par rapport au public. Et puis il y a une extrême proximité par rapport aux auteurs.
L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire, c'est quelque chose, et votre art en est probablement le meilleur exemple. L'art du théâtre se partage avec un public. C'est sûrement cette communion, ce sentiment que vous avez tous très envie de retrouver aujourd'hui, mais c'est aussi un art que vous partagez à la Comédie Française, aux Français, avec d'autres dans une troupe. Ce sentiment d'appartenance, il est important pour vous, Dominique Blanc, aujourd'hui, comme comédienne, dans une époque qui penchait vers l'individualisme jusqu'ici, et qui se retrouve quand même passablement solitaire. Oui, tout à fait. Écoutez, oui, c'est une étape dont je n'avais pas rêvé, je dois être honnête, mais dont je suis profondément heureuse, parce que à travers le cinéma, la télévision ou le théâtre, le parcours que j'avais était effectivement plutôt solitaire, puisqu'ayant raté, si vous voulez, les entrées au concours des écoles, je me retrouvais dans une certaine solitude qui a été mon statut pendant quelques années. Et tout d'un coup, se retrouver là au milieu de ces 60 personnages, c'est assez impressionnant au début, c'est très jouissif et tant que ça reste, ce partage justement, cette légèreté, et puis cette intimité plus ou moins grande avec chacun, c'est quelque chose qui me réjouit, oui. Dominique Blanc, merci beaucoup. Je vais rappeler que vous participez donc à cet événement Lecture sous couvre-feu, organisé par la Villa Gilet dans ce cadre-là. C'est dans ce cadre-là que vous prononcerez une partie où vous ferez cette lecture du discours de Camus que vous avez entamé aujourd'hui avec nous. Ce sera de 21h à 22h ce mercredi, à retrouver donc en vous connectant au site de la Villa Gilet. Et puis juste un mot du programme de la Comédie Française. Il y a aussi un programme Théâtre à la table après ce samedi 14 où c'est Juste à la fin du monde de Jean-Luc Lagarce sous la direction d'Hervé Pierre qui a été joué. À venir le samedi 21, Les fausses confidences de Marivaux sous la direction artistique de Nicolas Lormeau. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci bien. France Culture. L'esprit d'ouverture.